Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle saison des Rendez-vous de la géopolitique où j'ai le plaisir encore une fois de retrouver Fabrice Ravel pour aborder une nouvelle thématique. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la stratégie militaire, domaine que nous avons croisé lorsque nous avons abordé des conflits oubliés ou des conflits historiques entrés dans l'histoire, mais qu'il va falloir mettre en perspective grâce à une pensée stratégique aujourd'hui. Nous allons nous poser la question suivante. La stratégie militaire a-t-elle évolué au XXIe siècle par rapport au XXe siècle? Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors comme je viens de le dire, c'est une thématique qui court sous tous les thèmes, les sujets qu'on a abordés, mais que nous n'avons pas abordé de front jusqu'à présent. Si on regarde l'histoire du XXe siècle, la chose qui nous saute aux yeux, c'est d'abord la transformation, la révolution des technologies qui a eu forcément, se dit-on, un impact sur la pensée stratégique. C'est très juste, et par rapport à la thématique que vous évoquez, ce qui est assez intéressant spontanément à dire, c'est que la vraie mutation a lieu dans le cœur du XXe siècle, et donc les changements ont beaucoup moins lieu entre le XXe et le XXIe, qui est plutôt une continuité ou une prolongation, ça peut peut-être un peu ça la surprise, qu'une véritable rupture, parce que c'est vrai qu'on s'attendait plutôt, par rapport à la pensée militaire et par rapport à votre problématique, à faire remarquer que c'est l'évolution de la technologie certainement qui a amené l'évolution des stratégies, et on va se rendre compte que ce n'est pas le fait. En fait, il y a deux séquences qui me paraissent nécessaires de distinguer sur le XXe siècle. Il y aurait une première séquence, alors évidemment, on peut choisir plusieurs dates césure. Pour faire simple, 1900-1950. Ce serait plutôt d'ailleurs 1914-1945, puisque clairement, c'est le début de la Première Guerre mondiale et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui apparaît sur cette période-là, c'est qu'on bascule sur des guerres du XIXe siècle, peut-être presque dans la continuité des stratégies napoléoniennes, même s'il faut rappeler qu'il y avait des évolutions avec la guerre de sécession entre mai 1861 et mai 1865, guerre de sécession dont on pourra se rendre compte que finalement les officiers français, allemands ou européens avaient peu tenu compte dans l'évolution, ce qui aurait pu les amener d'ailleurs à des considérations différentes. Je rappelle ce qu'on s'était dit sur certaines émissions précédentes. Les Français attaquent encore en pantalon rouge en 1914, ce qui est complètement fou. Et en fait, il y a très peu de moteurs à explosion en 1914, puisque l'essentiel des troupes mobiles, tant allemandes que françaises, réside dans la cavalerie encore, dont les régiments sont très nombreux. Et on pense, Olivier, c'est important à souligner, qu'il n'y aura jamais de combat aérien en 1914, parce qu'on met une mitrailleuse sur le capot et que, par définition, elle commencerait par tirer sur sa propre hélice. Donc en fait, on est vraiment dans un état qui est plus proche du XIXe siècle en 14. Or, dans un premier élan, on va d'abord généraliser l'aviation, déjà. On va avoir l'apparition des chars d'assaut. Les tanks, je rappelle le terme, ça veut dire réservoir au départ parce que les services secrets britanniques ne souhaitaient pas que les Allemands découvrent quelle en était l'utilité réelle. Donc ça vient de là, en fait, le nom de tank pour les chars d'assaut. On a donc les gaz. Et puis après, dans la continuité, la Deuxième Guerre mondiale va généraliser, développer tout ça avec le moteur à réaction pour les avions. Et puis bien sûr, on a les premiers missiles balistiques. Il ne faut quand même pas oublier que c'est von Braun qui va les inventer, les fameux V1 et les fameux V2, et que d'ailleurs, dans la continuité, il va travailler pour les Américains, ce qui va nous amener à la fusée Saturne V. Et puis, bien sûr, on a l'arrivée de la bombe nucléaire. Donc finalement, on se rend compte qu'à partir de 1945, évidemment, tous ces matériels vont progresser, vont s'améliorer, mais que le vrai bouleversement, il a eu lieu avant. Si on pense à un certain nombre de matériels, je pense à l'hélicoptère. Souvent, on met en avant le fait que l'hélicoptère serait propagé dans la deuxième partie du XXe siècle. Là, on a des images classiques avec un film qui est devenu, on va dire, un film culte. C'est Apocalypse Now, avec une scène très très célèbre où on voit les hélicoptères, notamment américains, sur la musique de la Valkyrie de Wagner qui charge un village au Vietnam. Donc c'est vrai que l'usage de l'hélicoptère a été totalement intensifié par l'armée américaine. On fera remarquer, pour anticiper certains de nos propos, c'est parce que les Américains en avaient énormément d'ailleurs qu'ils les ont utilisés. Mais en fait, les Allemands avaient déjà travaillé sur les hélicoptères dans les années 40. Donc les vrais changements, finalement, technologiques, ils ne sont pas si nombreux que ça. C'est plutôt les changements qui seraient liés à une guerre sur le numérique. Et là, il y a un exemple qui est très révélateur au début du XXIe siècle. C'est quand le Mossad, les services secrets israéliens, et la CIA, les services secrets américains, cherchent à ralentir le développement du programme iranien. Et ça, on le retrouve bien dans un ouvrage de David Sanger, Guerre et secret de Barack Obama, puisque je rappelle des choses qui sont très connues aujourd'hui, qu'en fait, ils avaient envoyé un virus dans les centrifugeuses pour essayer de ralentir le process. Et puis, bien sûr, il y a un conflit de plus en plus important dans l'espace, puisqu'on dépend de plus en plus de la communication et de la technologie de la communication, et que les satellites sont un vecteur. Dernier point, mais on voit que c'est quand même pas si important que ça par rapport au bouleversement du XXe siècle, on a les drones.
Et là, j'insiste parce que les drones, c'est assez symptomatique du fait que ce n'est pas tant la mobilité ou l'évolution sur les technologies que certainement l'évolution sur les frontières ou sur les rapports entre les fronts qui sont manifestes sur ces périodes. Oui, c'est peut-être ça le changement majeur aujourd'hui, peut-être lié au numérique aussi, c'est de voir que le champ de bataille n'est plus limité au front, il est aussi sur les lignes arrière et la distinction entre les militaires et les civils n'est plus forcément très opérante. C'est exactement ça. Mais là aussi, dans la continuité de nos propos précédents, en fait, on n'a pas un 21e siècle qui serait un marqueur qui distinguerait du siècle précédent, mais il serait plutôt dans la continuité. Parce que finalement, en fait, c'est vrai qu'au 19e siècle, pour dire comment les choses, d'ailleurs un peu jusqu'en 14, on avait clairement la ligne de front, où on avait les armées qui s'affrontaient, et puis on avait les bases arrières ou les villes, ou les situations des civils qui étaient relativement protégées de la guerre. Je dis bien relativement parce que faut quand même se méfier d'images un peu idylliques. À partir de 1914, ça va changer radicalement. Parce que, alors ça va commencer tout doucement, avec les fameux bombardiers, enfin les fameux dirigeables allemands Zeppelin, qui vont justement pour des raisons psychologiques commencer à bombarder la ville de Londres. Ça va s'intensifier avec les pratiques des Alliés notamment. Donc je trouve qu'il faut d'autant plus en parler, Olivier, que on a tendance un peu à les mettre de côté, parce qu'évidemment c'est assez déplaisant de faire remarquer que les Alliés ont systématiquement bombardé toutes les villes allemandes. Il y a eu bien sûr la bataille d'Angleterre, où les Allemands ont bombardé plusieurs villes anglaises et rasé notamment Coventry en été 1940. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'à partir de 1942, les villes allemandes étaient systématiquement bombardées de jour comme de nuit tous les jours par la RAF et par l'US Air Force. C'est assez déplaisant à rappeler puisque bien sûr, c'est les Alliés qui l'ont fait. D'ailleurs, l'objectif était clairement les civils. C'est ça qu'il faut quand même souligner, car les aviateurs avaient bien compris qu'au-delà des destructions matérielles, l'impact qu'il fallait viser, c'était la population civile. Et donc là, on voit bien qu'il n'y avait plus d'arrière, puisque en gros, un petit peu comme l'avait prévu le général Ludendorff dans son ouvrage La guerre totale, il fallait mobiliser tout le pays pour pouvoir gagner une guerre. Donc de facto, tout le pays, les usines, la population, devenant un facteur d'aide à la victoire, devenait potentiellement une cible. Très très tôt, les théoriciens des bombardements stratégiques ont souhaité prendre les populations adverses en otage, c'est ça l'idée. Et les raisonnements étaient assez terrifiants, car les généraux des années 20-30 dans l'aviation déjà faisaient des calculs, je pense à Fuller en particulier, en disant que sur un rapport dans la destruction physique de 1, on pouvait estimer qu'on avait une destruction psychologique ou morale de 20. Et ça s'inscrivait totalement dans une étude qui avait été faite sur la psychologie humaine par Gustave Le Bon, la psychologie des foules en 1895, dont on se rendra compte d'ailleurs que les militaires l'avaient particulièrement observé et que donc ils avaient commencé à l'inclure dans leurs réflexions. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'au XXIe siècle, ces logiques où les fronts ont tendance à s'étioler vont se renforcer parce que les menaces vont être multiples et surtout elles vont être moins facilement identifiables et plus diffuses. Oui, donc il n'y a pas un véritable changement stratégique, il y a peut-être une accélération ou un mouvement qui est plus prononcé, mais ce qui change dans ce que vous venez de nommer, c'est effectivement l'ennemi, la situation géopolitique, le type de conflit auquel on est confronté, auquel la stratégie militaire doit s'adapter. C'est ça, parce que ce qui est toujours un peu surprenant, notamment en entreprise, c'est que parfois, ou dans le sport, ou à l'armée, ou en politique, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des personnes qui se réunissent et qui décident une stratégie. Or, les militaires, ça fait très longtemps qu'ils ont compris que ça ne se passait pas du tout comme ça. Si on revenait sur des écrits du 19e siècle, que ce soit dans l'état-major français ou dans l'état-major allemand, c'est très très intéressant, à qui on prêtait beaucoup de rigidité. En fait, on se rend compte que beaucoup d'officiers allemands disaient qu'il n'y avait rien de plus stupide, comme Napoléon, dans sa continuité, que de suivre un plan préétabli et que ce qu'il fallait, c'était s'adapter à la situation. Donc en fait, les militaires savent qu'ils disposent de toute une palette de stratégies, mais qu'en réalité, ensuite, il leur faut pouvoir appliquer celle qui correspond au contexte. Et là, en l'occurrence, si vous me permettez, Olivier, j'aimerais attirer votre attention sur un point, donc j'ai le sentiment qu'il éclaire nos propos, et qui est vraiment beaucoup trop sous-estimé dans la compréhension des événements récents. Si on prend un peu de hauteur ou de perspective, ce dont on se rend compte, c'est que toute la littérature des années 70 ou 80, on est en pleine guerre froide, le fantasme de peur, c'est l'agression des forces soviétiques sur l'Europe occidentale dans les années 70 ou 80. Alors je rappelle qu'ils ont à peu près 300 divisions, dont 50 blindés, 50 000 chars. Donc en fait, le général de Gaulle d'ailleurs avait dit Strasbourg est à 2 étapes, à l'équivalent de 2 étapes du Tour de France d'une agression soviétique. En gros, c'était le rouleau compresseur. S'ils avaient voulu,
il rentrait sur tous les pays occidentaux. Donc en fait, l'omnibulation des généraux à cette époque-là, face à cette puissance soviétique qui s'assoit sur les effectifs importants et qui sont centrés sur les divisions blindées, c'est être dans la capacité de mettre suffisamment d'effectifs en vis-à-vis, d'où l'intérêt d'avoir des forces armées avec un service militaire. Et puis c'est la nécessité de développer des matériels qui puissent contrecarrer l'adversaire. Et là, je vais en citer un en particulier, parce que le fameux avion A-10, qui était surnommé d'ailleurs le tueur de chars, le seul objet de cet avion était bien sûr de contrer les immenses colonnes de blindés soviétiques qui étaient censées nous submerger. Et d'ailleurs, c'était un avion qui était équipé d'un canon Gatling. Je ne veux pas rentrer dans des précisions trop peut-être techniques, mais avec des obus de taille suffisamment satisfaisante pour que l'avion puisse détruire en enfilade sur une colonne 5, 6 à 7 chars. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'une fois que l'Union soviétique disparaît au début des années 90-91, finalement, nos généraux sont totalement désorientés et ils se retrouvent à la fois avec des effectifs et des matériels qui ne correspondent plus du tout à la réalité. En plus, à cette période, on l'oublie trop souvent, on a beaucoup de penseurs militaires qui sont un peu désorientés parce que justement, l'Union soviétique ayant disparu, on a du mal à identifier l'adversaire. Et comme on a du mal à identifier l'adversaire, on a du mal à anticiper la future guerre et les moyens dont on va avoir besoin. Et d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir. Quand on se retrouve avec le fameux événement du 11 septembre 2001, moi, ça m'a vraiment frappé très très tôt. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Olivier, mais les images qu'on montrait sur les chaînes continues, c'est que les Américains, à la suite donc, de l'effondrement des deux Twin Towers, mobilisent leurs 12 ou 13 flottes, dont chacune d'entre elles est centrée sur un porte-avions, envoient les escadres à l'extérieur, mobilisent leur flotte aérienne, rassemblent leurs troupes terrestres, et tout d'un coup, au bout de 2 ou 3 jours, tous de nous faire la même réflexion, mais contre qui en fait Il n'y avait pas un adversaire physique, État-nation, tel qu'ils avaient été anticipés au XXe siècle. Et c'est là où je voulais en venir. Je crois que c'est un paramètre qui est beaucoup trop sous-estimé. Ça explique l'intervention des États-Unis en Afghanistan en grande partie et en Irak, respectivement en 2001 et en 2003. Pourquoi ? Parce que les Américains qui ont construit une armée pour réagir face à des États-nations ou une guerre classique, finalement font la stratégie de leurs moyens et se retrouvent cantonnés à être obligés à utiliser l'armée qu'ils disposent. Et on voit bien que c'est une sorte de stratégie par défaut où en gros on va en Irak faire la guerre à Saddam Hussein parce qu'on utilise l'argument qui consiste à dire qu'il est lié au terrorisme, mais on voit bien que c'est quand même pas le moyen le plus direct que de mettre fin au terrorisme tel qu'il apparaît dans les années 2000. Donc ça c'est très intéressant parce que en fait, en plus, très vite les Américains vont se rendre compte, les officiers américains vont se rendre compte que ça n'est pas opérant. Et le général Petraeus, qui a été chargé d'ailleurs d'essayer d'amener la victoire en Afghanistan une première fois, puis en Irak, avait relu un officier français qui s'appelait David Galula et qui avait écrit un ouvrage sur la contre-insurrection, qui était tombé totalement dans l'oubli. Et ce qui est assez exceptionnel avec cet officier français du début du XXe siècle, c'est qu'il avait longuement développé, d'abord en recherche sur les guerres précédentes et puis sur les logiques du début du XXe siècle, comment une armée devait mettre en place une stratégie pour contrer soit la guérilla, soit le terrorisme. Et tout d'un coup, on se retrouve avec des Américains qui obligent leurs officiers à relire cet ouvrage. Il va devenir obligatoire pour les officiers à partir de 2005. Et le général Petraeus va comparer Galula au Clausewitz français, excusez du peu, rien que ça, du XXe siècle. Donc c'est assez intéressant parce que ça montre bien qu'en fait, là, la stratégie s'adapte au contexte et que donc en fait, ce n'est pas tellement des évolutions en termes de pensée stratégique, c'est le fait que la situation évolue et que donc la stratégie par laquelle on y répond change. Donc l'Afghanistan serait une sorte de laboratoire d'un glissement d'une pensée stratégique vers une autre, mais qui est déjà disponible même si oubliée. Exactement. Ça révèle aussi une chose, c'est qu'après la guerre froide, on a un éclatement donc, de la menace et une asymétrie dans les rapports de force aussi. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur la nature des conflits en 2019 ? Ça, je crois que, bien sûr, là, au fur et à mesure, ensemble, on monte en puissance. Ça, je crois que c'est très important ce que vous soulignez parce qu'en fait, les conflits ont changé de nature. Mais ils ont même changé 2 fois de nature, si vous me permettez. Parce que là, vous avez raison, on va s'y arrêter un instant, de mettre en avant la notion d'asymétrie. Elle est très importante. Car avec l'apparition déjà de l'arme nucléaire, on s'était bien rendu compte que les guerres telles qu'elles étaient conçues auparavant n'étaient plus possibles, puisque maintenant on a la capacité non seulement de totalement rayer l'adversaire à la carte, mais c'est même beaucoup plus terrifiant, presque de faire sauter la planète. Donc en fait, par rapport à un pays ou un État très puissant, on pense aux États-Unis, qui dépense plus de 600 milliards de dollars dans son budget aujourd'hui, il faut le rappeler, qu'à l'arme nucléaire,
un certain nombre, alors soit de mouvances politiques, soit d'États, se sont dit on va faire une guerre asymétrique, une guerre du faible au fort, c'est-à-dire qu'on va reprendre les techniques de guérilla et qu'on va attaquer ces États forts ou ces États-puissances sur leurs points faibles et notamment sur toutes leurs dimensions civiles avec l'opinion publique. Et là, c'est assez intéressant parce que la dimension d'asymétrique, ça sous-entend une approche indirecte sur un point faible pour chercher à affaiblir l'adversaire, l'amener d'ailleurs à surenchérir dans sa réponse, pour, dans un deuxième temps d'ailleurs, faire en sorte que l'opinion publique ou les populations dont on vise le soutien commencent à se rapprocher. Ça, c'est une première tendance très très lourde qu'on a retrouvée dans beaucoup de paramètres depuis le début du XXIe siècle. Mais ce qui est assez intéressant et qui est moins souvent mis en avant, c'est que déjà, si ce type de conflit s'est développé à l'issue de la guerre froide, et donc ça nous mettait dans un type de conflit qui était un peu différent de ceux qu'on avait anticipés entre deux grandes superpuissances, il y a un autre type de conflit qui est arrivé et qui s'est conjugué à celui-là. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est peut-être ça le vrai changement. En fait, on n'a plus affaire à une menace uniforme, on a affaire à une combinaison de menaces, car on a une résurgence du conflit entre les États-nations. La guerre froide ayant été dissoute, c'est ce qu'on avait été amené à dire dans l'une de nos séances précédentes, Olivier. La guerre froide ayant été dissoute, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les conflits nationaux qui avaient été mis de côté, qui avaient presque été gelés, sont revenus parce qu'il n'y a plus de grandes superpuissances qui les contrôlent. Et donc, en fait, elles sont réactivées. On peut penser à l'Inde, le Pakistan, on peut penser bien sûr à la situation en Irak, en Syrie, au Proche, au Moyen-Orient. On voit bien on peut penser à l'Ukraine, on peut penser à la Tchétchénie. Et donc, en fait, on aurait une combinaison là, à la fois de conflits plus classiques entre États-nations, tels qu'on les avait plutôt à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et puis de guerres larvées ou de guerres de guérilla qui s'inscriraient dans l'asymétrie. Ce qui veut dire aujourd'hui que les forces militaires devraient avoir assez de souplesse et de moyens pour s'adapter au XXIe siècle. Et moi, je crois que c'est ça le grand changement. D'une part, à des situations stratégiques qui peuvent être très différentes, qui peuvent être relativement incertaines et difficiles à prévoir, et qui nécessitent donc non seulement des moyens importants, mais des moyens très variés dans leur capacité à mettre en place une réponse. Est-ce que certains pays ont, semble-t-il, compris et ont pris la mesure de ces changements? Oui, alors là, il y en a deux auxquels on pense. D'abord, il est très clair que Vladimir Poutine a considérablement augmenté le budget de l'armée russe, notamment à partir de 2012. Et puis, alors, on a quelque chose qui est beaucoup plus flagrant et sur lequel je ne dirais qu'un mot, parce que là, j'invite nos étudiants à regarder nos séances précédentes. C'est des aspects qu'on avait évoqués sur la Chine. On a un budget militaire chinois qui, d'abord, aujourd'hui, est devenu le deuxième au monde. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il est autour de 170 milliards, 180 milliards. Et alors, en plus, il y a un autre point qui est assez intéressant, c'est qu'en 2017, le gouvernement chinois avait globalement augmenté son budget militaire de 7%. Et en mars 2018, le Premier ministre chinois avait officiellement annoncé qu'ils allaient augmenter leur budget militaire de 8%. Donc là, on a affaire à des puissances, sans oublier que le Brésil développe son armée, qu'on a l'Arabie Saoudite qui développe énormément l'armement. Enfin, le monde entier est en train de se réarmer. Et là, c'est assez interpellant, à l'exception quand même de l'Europe et notamment de l'Union européenne. Réduction des moyens qui serait peut-être un indice non pas d'un changement stratégique dans la pensée militaire, mais plus d'un rapport à la guerre qui s'est transformé en Occident et particulièrement en Europe. Je crois que la question que vous évoquez là est la question centrale sur notre problématique. Et s'il y a une vraie évolution, s'il y a un vrai changement, je crois que c'est vraiment dans l'opinion occidentale, notamment européenne, dans l'opinion publique, mais même dans l'opinion de nos dirigeants. C'est d'autant plus paradoxal, si jamais on faisait une sorte d'uchronie, je cherche à réfléchir à ce que diraient des chercheurs ou des observateurs d'ici 150 ans ou 200 ans, qu'il faut quand même bien reconnaître que les pays européens, c'est pas forcément d'ailleurs très satisfaisant, sont quand même ceux qui sont à la genèse ou à l'origine de la géopolitique ou des relations internationales modernes, et qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est les pays qui sont plus détachés. Et là, il y a quelques exemples qui sont quand même assez sidérants. D'abord, quand il y a eu le conflit en Irak en 2003, c'est assez intéressant de rappeler que les Américains ont été particulièrement marqués par le Vietnam, sous plusieurs aspects. Mais il y en a un là aussi qui me semble important, c'est que l'armée américaine au Vietnam, partant du principe qu'elle était du côté de la justice et de la liberté, s'autorisait à tout montrer. Et en fait, ça a été totalement déstabilisateur pour l'opinion publique américaine, à qui on montrait clairement les bombardements, les pertes humaines de son propre camp. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'opinion publique occidentale est tellement sensible ou sensibilisée à la guerre qu'elle ne supporte non seulement plus ses propres pertes, mais les pertes de l'adversaire. Et ça, l'armée américaine en a tenu compte en 2003, car si on est assez observateur,
L'accès au champ de bataille n'était plus du tout aussi libre qu'au Vietnam. Toutes les images étaient contrôlées. Et finalement, que ça soit dans le conflit d'août 90 à février 91 pour la première guerre en Irak ou en 2003, finalement, on a des images très aseptisées avec des cibles qui sont des mélanges de scopes informatiques ou de missiles téléguidés, mais on n'a rien de très concret. Et le Pentagone va mettre énormément de temps, Olivier, à donner de son point de vue quels seraient les chiffres officiels des pertes respectives. Il a fallu plus de 10 à 15 ans, et encore aujourd'hui, on n'est pas totalement sûr que le Pentagone dit la vérité. Donc en plus, là, on voit bien qu'il y a un souci. Mais si vous me permettez, c'est visible encore dans deux autres aspects. Il y a toujours quelque chose qui est assez troublant dans nos médias, c'est quand on parle d'un terme qui, moi, me laisse toujours un peu dubitatif et qui est réutilisé, notamment quand on envoie des casques bleus avec l'ONU, c'est les soldats de la paix. Je trouve qu'il y a un paradoxe dans ce terme qui est incroyable, c'est un oxymore qui est formidable, soldat de la paix. Mais Olivier, un soldat n'est pas fait pour apporter la paix. Un soldat peut être fait pour beaucoup de choses, un soldat peut être fait pour préserver la paix, car il décourage éventuellement des adversaires de venir agresser, mais par définition, on imagine mal une armée apportant la paix. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez frappant dans l'état d'esprit occidental. Et là, pour revenir sur un sujet encore plus d'actualité, j'avoue que le discours d'Angela Merkel du mardi 13 novembre 2018 au Parlement européen était assez intéressant. Car tout d'un coup, soumis quand même à une prise de conscience, on voit bien que nos hommes politiques de toutes tendances confondues prennent de plus en plus conscience de cette émergence de la géopolitique au XXIe siècle, il y a de plus en plus l'idée de faire ressortir une armée européenne, tel que je rappelle d'ailleurs, le projet est très ancien puisque c'est le projet de la Communauté européenne de défense en 1951 qui a échoué à cause des égoïsmes nationaux. Mais aujourd'hui, pour à la fois des questions budgétaires et puis pour des questions de prise de conscience, on se rend bien compte qu'il y a une réflexion à nouveau qui est menée. Et là, Angela Merkel a clairement dit qu'elle était pour la construction d'une armée européenne. Par contre, ce qui était assez frappant dans son argumentaire, c'est que, je vais essayer d'ailleurs de la citer dans le texte, elle disait il faut créer une armée européenne, ne serait-ce que ainsi faire en sorte que plus jamais les pays européens ne puissent être en guerre les uns avec les autres. Et ça, c'est assez extraordinaire comme aveu, si vous m'autorisez, parce que donc là, l'idée de l'armée européenne, ce ne serait pas de donner un moyen supplémentaire aux pays européens de se protéger de l'extérieur ou d'être capable de résoudre des problèmes géopolitiques, ce serait le fait de définitivement mettre la paix entre nous parce qu'on s'interdirait de s'attaquer mutuellement. Là, je trouve que c'est pareil, c'est un contresens qui est assez intéressant et qui est manifeste dans l'état d'esprit des Occidentaux. Ce qui m'amènera peut-être en guise de conclusion à poser une question. On comprend bien que ça peut paraître satisfaisant intellectuellement, que c'est d'ailleurs totalement respectable dans l'état d'esprit d'une population ou de populations qui ont connu les destructions massives de la Première et Deuxième Guerre mondiale, que c'est totalement moral d'un point de vue intellectuel. Par contre, si on remet justement les logiques telles qu'on a essayé de s'y efforcer tout à l'heure, en soulignant qu'une stratégie doit être en adéquation avec le contexte, on pourra peut-être se poser la question de l'opportunité d'une telle démarche, parce qu'on peut s'interroger sur le fait de savoir si c'est totalement réaliste dans le monde géopolitique en ces débuts d'année 2019. Bien, Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur cette question à l'adresse de nos étudiants. Merci Fabrice. Merci beaucoup Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous.